Donc, je suis Guillaume Antéblian, donc juriste en droit social à la Fédération Sinov. Je suis arrivé début décembre et mon collègue, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous et toutes. Vianney Marion, donc juriste à la Fédération Sinov depuis maintenant un peu plus de 2 ans et c'est mon dernier webinaire puisque je quitte la fédération vendredi prochain. Voilà. Donc, mais on va revoir après. Voilà. Donc voilà, donc là on va vous évoquer ce toilettage de la convention collective, fruit d'un travail de 4 ans, publication au journal officiel le 28 avril et qui est applicable depuis le 1er mai. Donc je laisse la main à Vianney Ouais. pour vous présenter Le point suivant. le Voilà. sommet. Alors, dans le cadre de ce webinaire, donc on va pouvoir revoir les grandes modifications. Alors, je vous rassure tout de suite, la plupart des modifications sont en fait une mise à jour de la convention collective. Comme vous le savez, donc elle date de 1987. Depuis, il y a eu de nombreuses réformes et enfin, les négociateurs se sont rendus compte que beaucoup de nos adhérents avaient des difficultés pour l'appliquer, puisqu'il fallait faire le choix entre les dispositions favorables du Code du travail, les stipulations conventionnelles plus favorables, la jurisprudence, etc. Donc voilà. Donc dans le cadre de ce sommaire, vous voyez tous les points qu'on va aborder. Donc c'est les points principaux, encore une fois. Je laisse passer. Voilà, donc, je vais revenir rapidement sur l'historique du toilettage et de la modernisation de cette convention collective. Donc, comme vous le savez, la version que vous appliquez jusqu'à maintenant date de 1987. Euh, il y a eu une petite coquille dans le copier-coller. Bon, c'est pas grave. Alors, les objectifs recherchés par ce toilettage, donc, c'est une actualisation à droit constant de la convention, du texte de la convention collective pour, encore une fois, en simplifier son application, vous rendre plus simple son usage et surtout vous éviter de faire des passages de la loi à la jurisprudence, au règlement, à la convention, etc., qui est source généralement de beaucoup de contentieux et de conflits. Donc, on a ajouté les nouvelles règles légales et réglementaires. On a supprimé, voire jurisprudentielles, on le verra un peu plus tard. On a supprimé également les stipulations conventionnelles qui n'étaient plus applicables et on a ajouté donc, les dispositions légales. On a également un changement de la numérotation des articles. Maintenant, donc, on a une numérotation qui est en fonction des parties. Donc, vous avez par exemple la partie 6 sur la durée du travail. Et à l'intérieur, vous aurez la partie 6, les articles 6.1, 6.2, 6.3, etc. Comme ça simplifie aussi la lecture du texte, qui peut être quand même assez long. Alors ensuite, à la suite de ce toilettage, donc qui a pris fin en 2021, on a eu diverses négociations pour moderniser cette convention collective. On avait par exemple certaines dispositions. Donc là, l'idée de modernisation, c'est d'aller un petit peu plus loin qu'un simple toilettage. L'idée, c'était de revenir sur certains pans de la convention collective, notamment par exemple sur le travail du dimanche et des jours fériés, qui a fait l'objet d'un accord le 13 décembre 2022. L'idée, c'est de simplifier là encore l'application de ce texte qui parfois était un petit peu obscur. Je te laisse passer, Guillaume, et je te laisse la main. Donc oui, donc changement sur la catégorisation des salariés. Donc dans l'ancienne version, on distinguait pas les états entre les ouvriers, employés, les techniciens et les agents de maîtrise. Et en fait, ça a une importance de ces distinctions pour notamment organiser les élections des représentants du personnel dans les entreprises concernées. Et du coup, dans la nouvelle version, au titre 2, nommé droit syndical et représentation des salariés, à l'article 2.2, représentation des salariés dans la convention collective, on effectue une distinction entre les ouvriers et employés, les techniciens et les agents de maîtrise, donc, et qui rappelle notamment que les dispositions légales sur notamment la composition des collèges électoraux. Donc maintenant, on a vraiment cette distinction qui est effectuée. Là, vous pouvez voir, je vous ai mis l'article en dessous. Donc, vous voyez bien qu'on a les ouvriers et employés coefficient 230 ou coefficient 250, les techniciens coefficient 275 ou coefficient 355.
et les agents de maîtrise, coefficient 400, coefficient 500 de la grille de classification. Donc, quand vous lisez vraiment cet article, on retrouve vraiment maintenant cette distinction entre ouvrier, technicien et agent de maîtrise. Et lorsqu'il y a une organisation, enfin, lorsque vous mettez en place un CSE, que vous renouvelez un CSE, et que il faut composer les collèges, maintenant vous avez vraiment les trois distinctions avec notamment les différents coefficients. Alors, je reprends la main. Donc, les absences exceptionnelles pour événements familiaux. Je te laisse passer. Voilà. Alors, dans l'ancienne version de la convention collective, on avait des absences exceptionnelles pour événements familiaux avec des durées d'absence, justement, qui étaient parfois inférieures à la loi. Pour revenir rapidement quand même sur ce que sont les événements familiaux, c'est par exemple toutes les autorisations d'absence exceptionnelles rémunérées qui sont données lorsque, par exemple, on se marie, lorsqu'on a une naissance, etc. Alors, la difficulté qu'on avait jusqu'à maintenant, et on a eu pas mal de questions d'ailleurs là-dessus, c'était de savoir quel congé, quelle durée de jour, quelle durée d'absence, pardon, on devait appliquer aux salariés. Puisque notre convention collective datant de 1987, il y avait certaines durées qui étaient bien inférieures à celles prévues par la loi. Donc, il était devenu nécessaire de pouvoir homogénéiser toutes ces durées pour en avoir plus qu'une à appliquer. C'est un peu l'objet de cet article qui reprend du coup tous les jours ouvrés, c'est-à-dire qu'il a pris tous les jours ouvrés de la convention collective qui étaient plus favorables que la loi, toutes les durées de la loi qui étaient plus favorables que la convention collective. On les a intégrées dans un seul article pour vous permettre maintenant d'avoir qu'une seule durée à prendre. Vous êtes sûr maintenant en appliquant cet article que vous serez en accord avec non seulement la loi, mais la convention collective également. D'autre part, on avait aussi une difficulté sur cet accord, sur la convention collective, c'était qu'elle calculait les jours, les durées d'absence en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours qui sont du lundi au vendredi, alors que la loi prévoyait des jours ouvrables, donc du lundi au samedi. Donc ensuite, pour les employeurs, pour faire un calcul de savoir quel était le nombre de jours le plus favorable entre 2 jours ouvrés ou 3 jours ouvrables, c'était assez compliqué. Donc maintenant, là encore, cet article homogénéise les choses, puisque maintenant, ce ne sont que des jours ouvrés. Et en appliquant cet article, certain, vous êtes certain d'appliquer la bonne chose. Donc vous n'aurez pas de contentieux plus tard. Voilà. Guillaume, On peut poser des questions? bien sûr. Juste, vous pouvez nous expliquer la différence entre décès et deuil? Alors, est-ce que tu peux passer? J'en reviens. Ouais. Par exemple, il y a décès, enfant inférieur à 25 ans ou à la charge effective et permanente du salarié, 7 jours, et deuil, enfant inférieur à 25 ans ou à la charge effective. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, ça a été inscrit comme ça. En fait, l'idée originelle de l'absence, enfin de l'absence, enfin de l'autorisation d'absence, dans le cadre du décès, c'était essentiellement de pouvoir gérer malheureusement, tout le côté administratif, la cérémonie, etc., lié au décès. Dans le cadre du deuil, c'était à l'origine, c'était pour justement gérer ce deuil, la perte. Ah oui, après, d'accord. Voilà, mais les deux sont identiques, hein. C'est juste ça a toujours été inscrit comme ça, donc voilà, mais c'est identique. Sauf que c'est pas les mêmes durées. Non, tout à fait. Ok. Enfin, les deux peuvent se cumuler, en fait. Guillaume, on voit tes mails. Pardon. Excusez-moi. Les deux peuvent se cumuler. Un salarié perd un enfant. Non. Au moment du décès de l'enfant, il peut prendre 7 jours et après, le temps de faire son deuil, il peut rajouter 8 jours. En principe, non. Alors, donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi on fait la distinction et pourquoi il y a deux durées différentes. Ça me dépasse. Oui, effectivement, il y a une difficulté. On va vérifier ça et on reviendra vers vous. Ok, merci. Guillaume.
Alors, là, on va vous évoquer son indemnité de licenciement qui a été modifiée. Parce que, en fait, depuis la convention collective de 87, initialement, on a eu différentes évolutions légales et jurisprudentielles qui ont eu lieu. Et du coup, dans le périodage de la convention collective, qui actualise bien évidemment cette convention collective, se conforme notamment à l'article R 1234-2 du Code du travail et aussi les anciennes stipulations de l'article 19 de la convention collective. Donc, rappel, pour les conditions d'attribution d'une indemnité de licenciement, il faut au moins 8 mois d'ancienneté interrompue au service du même employeur. Et aussi, cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou lourde. Donc là, vous voyez bien dans le diapo, on a les nouvelles dispositions qui sont dans la convention collective et également les anciennes dispositions. Donc, pour les étames de 8 ans à 10 ans, c'est un quart de mois pour chaque année de présence. Supérieur à 10 ans, c'est un tiers de mois pour chaque année de présence. Et pour les cadres, donc il y a une distinction entre étam et cadre, inférieur à 2 ans, c'est un quart de mois pour chaque année de présence. Et supérieur à 2 ans, un tiers de mois pour chaque année de présence. Donc, il y a une réelle modification par rapport aux anciennes dispositions qui étaient prévues pour l'indemnité de licenciement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet-là. Oui, bonjour, Bruno Brouard-Foster de Hawa Mayotte. Je ne comprends pas la phrase « avoir au moins 8 mois d'ancienneté interrompue ». J'aurais compris avec « ininterrompu », mais « interrompu ». C'est une faute de frappe, c'est bien ininterrompu. Ah. Oui, c'est ce que je m'excuse. C'est ininterrompu. Donc, 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Merci beaucoup pour votre intervention. Hervé Belli, Agrestis. J'ai une petite question, juste peut-être dans le tableau. Il est fait état de 8 à 10 ans. Peut-être qu'il serait utile de préciser de 8 mois à 10 ans. Enfin, juste. Oui, tout à fait. Et juste une question, le seuil de 2 ans pour les cadres, est-ce qu'il repose sur une analyse particulière? Je mets ça en rapport avec, comment dire, nous sommes dans l'ingénierie environnementale et en fait, depuis quelques années, on va dire, c'est assez récent, on a un turnover globalement qui a tendance à être un peu grandissant. Et 2 ans, voilà, je trouve que le seuil de 2 ans est un peu court, mais c'est juste un avis personnel au regard de, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui dans la dynamique de l'entreprise. Alors, dans tous les cas, ils ont droit à une indemnité à partir du moment où ils ont 8 mois d'ancienneté, de 8 mois à 2 ans. Dans tous les cas, ce seuil effectivement de 2 ans, c'est un seuil historique qui a été utilisé par la branche pendant longtemps et sur lequel on n'est pas revenu dessus, effectivement. D'accord, ouais, très bien. Voilà, c'est historique. Après, potentiellement, peut-être qu'il y aura des négociations dans le futur. Pour le moment, il n'y en a pas de prévu sur ce plan-là. Mais la question, effectivement, s'était posée au cours des négociations de savoir si on ne devait pas appliquer le même régime aux cadres qu'aux étam, c'est-à-dire la même indemnité. Et au final, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire à l'heure actuelle. Et surtout que l'idée, encore une fois, c'était d'harmoniser, de moderniser et de toiletter. C'était pas de revenir sur une négociation complète de toute la convention collective. Sinon, ça aurait pris bien plus de temps que ces 5 ans de négociation. D'accord, merci. Alors, je vais maintenant vous parler de la rémunération et de la prime de vacances. Est-ce que tu peux passer le slide suivant? Donc, sur l'accord de toilettage de 2021, il y avait en fait une petite erreur sur cet accord, puisque en fait, on excluait. Attendez, je vais revenir en arrière parce que sinon, ça va être un petit peu incompréhensible. L'accord de toilettage avait pour idée, dans le cadre de cet article, de définir précisément quels sont les éléments du salaire qui sont exclus des salaires minimaux. C'est-à-dire, quand vous voulez savoir si vos salaires, si vous respectez bien les salaires minimaux dans vos entreprises,
vous êtes censé comparer donc leur salaire vis-à-vis du salaire des SMC, les salaires minimaux conventionnels, qui sont prévus dans les accords de branche qu'on signe généralement une fois par an. Pour savoir exactement ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut comparer, cet article, justement, précisait quels étaient les éléments à prendre en compte ou pas. Donc jusque-là, tout allait très bien, sauf qu'en 2021, lorsqu'on a signé l'accord, il y avait une erreur dans cet accord, puisque l'indemnité de congé payé était exclue des salaires minimaux, ce qui pouvait devenir assez problématique pour nos entreprises. Donc, on a fait rajouter que c'était l'indemnité compensatrice de congé payé et pas l'indemnité de congé payé qui devait être exclue. Donc, l'accord rectifie cette erreur et liste les éléments exclus des salaires minimaux hiérarchiques. Donc, vous les avez, je ne vais pas les reprendre ici parce que ça présente assez peu d'intérêt. Alors ensuite, pour ce qui est de la prime de vacances, donc, alors vous êtes très nombreux généralement, et d'ailleurs, ça va bientôt commencer, je pense, à peu près en juin-juillet, pour savoir exactement comment on doit appliquer cette prime de vacances qui est assez complexe. Donc, l'ancien article 31 de la convention collective donnait assez peu d'indications concernant les modalités de modulation du montant de cette prime. Et d'autre part, cet article précisait qu'il était possible de considérer que la prime de vacances était versée à partir du moment où une autre prime avait été donnée aux salariés. Alors, de là, on a eu énormément de difficultés d'interprétation pour savoir quelle prime pouvait être considérée comme une prime de vacances. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de cet article, on a repris les avis qui ont été adoptés en CPPNI, donc des avis paritaires, validés paritairement, que ce soit par les organisations patronales que les organisations syndicales de salariés, et on les a intégrés dans cet article afin de vous aider. Donc, du coup, maintenant, vous saurez à la lecture de cet article que vous pouvez verser cette prime de façon égalitaire entre les salariés, au prorata du salaire avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge, par majoration 10% de l'indemnité de congé payé versée à chaque salarié, ou au prorata en fonction de l'embauche ou du départ de l'entreprise en cours d'année. De la même manière, on a ajouté certaines décisions de jurisprudence, des décisions qui sont fixes et qui ont été données il y a maintenant quelques temps et qui ne sont pas destinées à être modifiées avant longtemps, donc portant justement sur les limites à la substitution de la prime. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, considérer que la prime de vacances a été versée si vous avez donné un 13e mois, ou de même une prime d'objectif. Voilà. Donc tous ces éléments ont été intégrés à l'article pour que là, vous ayez à peu près les réponses à la grande majorité de vos questions. Et pour le reste, encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur social@sinov.fr. Pour être sûr d'avoir bien compris, Oui. en fait, la prime de vacances reste ce qu'elle est d'habitude, 10% de 10%. Oui. Et en fait, ce qui a été rajouté, c'est quelles sont les modalités pour la verser différemment, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, on a simplement ajouté les précisions qui ont été apportées par les avis adoptés en CPPNI ou par la jurisprudence, en faisant bien attention à chaque fois d'ajouter que les choses qui ne sont pas destinées à être modifiées. L'idée, c'était pas de graver dans le marbre, par exemple, des décisions de jurisprudence où on n'était pas certain qu'elles allaient être maintenues très longtemps. Notamment, par exemple. Oui. Okay. Si on prend un exemple, par exemple, je pourrais choisir que ma prime de vacances, elle n'est pas égale à 10% de 10%, mais que je verse une prime à tout le monde que j'estime égalitaire. Imaginons qu'un jour, vous décidiez de verser une prime, une prime pour, imaginons que vos salariés ont fait du très bon travail et que vous décidez de leur verser une prime. On pourrait considérer que si dans cette prime est au moins égale à 10% des 10% de l'indemnité de congé payé, imaginons, à ce moment-là, vous pourrez, si jamais il y a un contentieux, dire oui, mais je l'ai payé. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais oui, sa valeur minimale reste ça. 10% de 10%. D'accord. C'est ça. Sauf que la jurisprudence, dans ce cadre-là, exclut le 13e mois et la prime d'objectif. Redites-moi. Ah oui, ça, oui, 13e mois, oui, ça c'est bon, ça j'avais compris. Ouais. Ok, merci. Voilà, je vous en prie. Pas d'autres questions? Non.
D'essai, c'est moi qui fais Vianney ou... Oui, je crois que c'était toi. Je peux le faire. Hein. Je... Comme tu veux. Je vais m'en charger. Alors, pour ce qui est de la période d'essai, donc la convention collective de 87 prévoyait les durées suivantes. Donc, bon, je ne vais pas les reprendre ici parce que voilà. Depuis 87, on a eu plusieurs modifications législatives et conventionnelles. On a eu notamment la fameuse loi du 25 juin 2008 qui a modifié les durées de période d'essai en faisant une distinction entre les conventions collectives qui étaient adoptées avant 2008, celles qui étaient adoptées après, entre les durées plus courtes, plus longues, etc. Donc là, c'était assez complexe à mettre en œuvre. En plus de ça, donc, on a eu plusieurs accords qui ont modifié la numérotation des coefficients. La position 1.3.1 qui a été supprimée et la numérotation ETAM qui a été modifiée également. On a eu l'année dernière un accord qui a supprimé la première position ETAM, le 31 mars 2022. Donc autant de modifications qui nécessitaient là encore de remettre un peu à jour cette convention collective. Et donc maintenant, nous avons de nouvelles durées de convention collective, de durée de période d'essai qui sont légales et qui sont validées donc légalement, jurisprudentiellement, etc. Donc vous n'avez plus qu'une chose à appliquer maintenant, c'est cet article. Je rappelle d'ailleurs, parce que c'est une question qui revient assez souvent, dans un contrat de travail, lorsque vous mettez une durée de période d'essai, il faut toujours bien inscrire que vous donnez la possibilité de la renouveler le cas échéant. Si jamais vous ne l'inscrivez pas sur votre contrat de travail, vous ne pourrez pas la renouveler. Voilà, je dis ça en aparté. Si tu peux passer le slide suivant. Guillaume. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Oui, je vous écoute. Par rapport à la période d'essai, est-ce que dans le contrat de travail, justement, j'ai eu la discussion hier. Excusez-moi, je ne vous entends plus. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Pardon. Je posais la question, je discutais hier avec un avocat justement sur la période d'essai. Dans le contrat de travail, on mentionne qu'effectivement, elle est renouvelée. Elle peut être renouvelée, mais il me précisait de rajouter d'un commun accord. Est-ce qu'on est obligé de mettre que c'est d'un commun accord entre les parties, le renouvellement? Oui. Bon. Oui, oui. Il faut mettre que c'est d'un commun accord et en principe, il est nécessaire d'avoir l'accord du salarié quand vous renouvelez la période d'essai. C'est pour ça qu'il est généralement nécessaire de la renouveler un peu avant la fin de cette période d'essai. Mais oui, effectivement, c'est toujours d'un commun accord, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais c'est d'un commun accord, effectivement. Bon, après, dans les faits, c'est certes d'un commun accord, c'est inscrit tel quel dans la loi, dans la convention collective, etc. Après, dans les faits, c'est pas nécessairement d'un commun accord. Oui, si votre salarié refuse le renouvellement, bah. Oui, tout à fait. Si on a respecté le délai de prévenance. Mais le mieux, c'est quand même de l'insérer dans le contrat de travail, de préciser cette phrase dans le contrat de travail. Oui, tout à fait. C'est bien, merci. Je vous en prie. Alors justement, pour la rupture de la période d'essai, donc la convention collective de 87 prévoyait un délai de prévenance qui était proportionnel au temps de présence dans l'entreprise. Donc c'était 24 heures pour une semaine, etc. C'était un calcul qui pouvait paraître un peu compliqué. La nouvelle convention collective, du coup, prend en compte les modifications qui ont été apportées par l'article L 1221-26 du Code du travail et simplifie son application lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur. Maintenant, vous n'avez plus de calcul à faire, il suffit de suivre moins de 8 jours, entre 8 jours et 1 mois, etc. Et vous aurez directement la durée du délai de prévenance à respecter. Donc là encore, l'idée, c'était de simplifier l'application de cette convention collective pour que vous ayez le moins de difficultés ensuite pour l'appliquer et surtout le moins de contentieux par la suite. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? On peut quand même rajouter que au-delà de 6 mois jusqu'à 8 mois, ça c'est le reste des dispositions de l'ancienne convention collective, parce que la loi ne prévoit pas 6 semaines de délai de prévenance au-delà de 6 mois. Tout à fait. Ouais, c'est un mix, en fait, c'est un mix des deux qui a été fait.
Oui. Oui, merci Marianne. Et pour le salarié, c'est, quelle que soit la durée, forcément que 48 heures. Oui, c'est la loi qui le prévoit là aussi. Donc, c'est justement l'article L 1221-26 du Code du travail. Donc, c'est 24 heures ou 48 heures en fonction de son temps de présence dans l'entreprise. Ok, merci. Et, allô? Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous veniez de dire avant, si la période d'essai est renouvelée et qu'on est dans le cadre au-delà de 3 mois et jusqu'à 6 mois, ça voudrait dire qu'il faut avertir le salarié un mois avant. Alors, en fait, dans ce cadre-là, vous avez deux solutions. Effectivement, il vaut mieux l'avertir un mois avant, parce que comme ça, vous paierez son préavis. Sinon, son délai de prévenance, pardon, mais il continuera à travailler. Mais dans tous les cas, lorsque vous rompez la période d'essai d'un salarié, il ne doit pas dépasser en durée. Je m'explique. Imaginons que vous rompiez sa période d'essai au terme, le dernier jour. Le dernier jour de la durée de cette période d'essai, vous décidez de rompre son contrat. Dans ce cadre-là, il faudra mettre fin à son contrat dès le lendemain, vraiment le jour même. L'idée, c'est que le respect de ce délai de prévenance ne doit pas conduire le salarié à travailler au-delà du terme de sa période d'essai. Si jamais il le faisait, il serait considéré comme en CDI ou en CDD. Donc là, dans ce cadre-là, il vous faudrait lui payer son délai de prévenance, donc lui donner une indemnité compensatrice pour cette durée-là. Et donc là, par exemple, d'un mois, s'il était entre 3 mois et 6 mois de présence dans l'entreprise. Donc effectivement, l'idée, c'est que si vous voulez le garder et du coup qu'il travaille en étant payé, il vaut mieux effectivement prévoir un mois avant. D'accord. Excusez-moi, pour rebondir, ça veut dire que si jamais on arrête la période d'essai la veille de sa fin prévue au contrat, il ne peut pas effectuer son préavis en travaillant. Il faut absolument qu'il soit payé, c'est ça, hein? C'est ça. Okay. C'est ça. En fait, si jamais il le fait, ça voudrait dire que vous considérez qu'il est assez bon pour continuer. Enfin, c'est ce Donc que ça du coup, transforme en CDI, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Pas dépasser la période d'essai. Après, il est dans tous les cas conseillé, parce que bon, le risque est quand même très faible, mais il est dans tous les cas conseillé de mettre fin à la période d'essai le plus tôt possible. Parce que si jamais vous le gardez pendant 8 mois, qu'à la fin, donc, vous mettez fin à sa période d'essai, le dernier jour, on pourrait considérer, encore une fois, le risque est très faible, mais on pourrait considérer que en 8 mois, vous aviez largement la capacité de savoir si votre salarié était apte à tenir ce poste, et donc que la rupture de la période d'essai trop tardive serait abusive. Ceci étant, encore une fois, c'est un risque qui est très très faible. Mais bon, je ne peux que vous conseiller de le faire le plus tôt possible. Par contre, je me permets, mais justement la remarque, nous, on renouvelle systématiquement les périodes d'essai, puisqu'on a la période d'essai qui nous le permet. Mais on a un collaborateur, justement, qui nous a reproché de la renouveler, justement, trop tôt. Est-ce que, pareil, est-ce qu'il y a des délais pour renouveler? Alors, il faut absolument que… Donc, généralement, il faut pas le faire trop tôt, effectivement, puisque l'idée de ce renouvellement, c'est qu'il n'est pas automatique. Oui. Vous ne pouvez pas considérer que c'est un renouvellement automatique. Et oui. Donc, vous ne pouvez pas le faire trop tôt. Ceci étant, il faut quand même le faire un petit peu avant le terme de la première durée de la période d'essai, puisqu'il vous faut l'accord du salarié. Oui. Donc, c'est voilà, de 3 à 4 jours avant, quoi. Il faut un délai suffisant. Oui, c'est ça. Merci. Pas d'autres questions sur la période d'essai et la rupture de la période d'essai? Du coup, on va évoquer le travail du dimanche et des jours fériés. Donc, on a eu des modifications sur la notion de travail exceptionnel ou habituel du dimanche. Et initialement, il y a la convention collective, elle ne définissait pas le travail habituel ou exceptionnel du dimanche. Et on a eu l'accord du 13 décembre 2022 qui offre notamment une nouvelle définition.
Donc, sur l'année civile, le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, c'est 15 dimanches ou jours fériés travaillés, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma. Et les dimanches ou jours fériés travaillés qui sont au-delà, c'est du travail habituel du dimanche et des jours fériés. Donc, on a aussi également des modifications sur les contreparties accordées aux salariés. Donc, 2 points. Premier point, pour les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés, on a le salarié cadre ou le cadre qui perçoit une rémunération majorée de 100%. Et cette majoration, elle s'applique également aux salariés en forfait jour. Et le second point, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche ou les jours fériés, le salarié cadre ou non cadre perçoit une rémunération majorée de 25%. Et cette majoration s'implique également aux salariés en forfait jour, comme vous pouvez le voir sur le schéma en dessous. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions. Dans ce cas, si vous avez des questions sur l'ensemble des questions que vous auriez là, à l'heure actuelle sur l'application de la convention collective ou cette nouvelle convention collective, n'hésitez pas à vous manifester. Excusez-moi, j'ai une question. Dans l'entreprise qui ne sait pas si le salarié va travailler 15 dimanches ou plus, moins de 15 dimanches ou plus de 15 dimanches dans l'année, est-ce qu'il va... Enfin, je pose ma question différemment. Pour le dimanche habituel, est-ce que celui qui travaille habituellement le dimanche, c'est-à-dire au-delà de 15 dimanches dans l'année, est-ce que les 15 premiers dimanches seront payés 25% ou ils seront rémunérés à 100%? Non, effectivement, c'est une excellente question. Merci Marie-Hélène. En fait, l'idée de ce calcul, c'est que c'est que les 15 premiers dimanches, jours fériés travaillés, sont considérés comme du travail exceptionnel du dimanche. Les dimanches travaillés ou jours fériés travaillés qui suivent sont considérés comme du travail habituel du dimanche et des jours fériés, et rémunérés donc à 25%. Donc, en fait, même si vous savez au début de l'année que vos salariés vont travailler plus de 20 dimanches, jours fériés dans l'année, ils seront considérés comme des travailleurs exceptionnels du dimanche et des jours fériés pour les 15 premiers, et pour les 5 suivants, comme des travailleurs habituels du dimanche et des jours fériés, avec une majoration, là encore, de 25%. D'accord, merci. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque que le salarié, à compter du 16e dimanche, refuse? Il y a toujours ce risque-là, effectivement. Mais en fait, il y a effectivement ce risque-là. Après, dans tous les cas, le salarié n'a en soi pas vraiment le choix, puisque c'est à l'employeur de fixer les horaires de travail. Ouais. Oui, donc après, c'est vraiment, ça part en sanction si vraiment le salarié refuse de travailler à partir du 15e dimanche. C'est ça. Du moment qu'il est bien prévu dans son contrat de travail qu'il pourra être amené à travailler le dimanche et les jours fériés, etc., il n'a en principe pas le choix. Oui, d'accord. D'accord. Après, dans tous les cas, parce que en fait, avant de lancer cette négociation, on avait fait une enquête auprès de nos adhérents pour savoir quelle était la mesure qu'ils appliquaient. Et on s'est rendu compte que la grande majorité, en fait, appliquait la rémunération, enfin la majoration liée au travail exceptionnel du dimanche pour tous les salariés, qu'ils travaillent plus de 15 dimanches, moins de 15 dimanches, etc. Et d'autre part, on s'est aussi rendu compte que ça touchait très, très, très peu de nos entreprises. Alors, est-ce que vous, c'est justement le cas? Est-ce que ça vous toucherait le travail le dimanche ou pas du tout? Nous sommes concernés par le travail du dimanche. D'accord. Et un fort taux, je veux dire plus de 15 dimanches ou moins? Mais justement, c'est très aléatoire, c'est selon le client.
Et donc, je me dis qu'effectivement, les consultants pourraient dire, au-delà de 15 dimanches, nous, ça ne nous intéresse pas de continuer à travailler. Parce que souvent, en fait, le client demande une semaine avant en disant, ce dimanche, j'ai besoin de personne. Et donc, forcément, je suppose qu'il y aurait moins de volontaires. Oui, d'accord. Après, dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de déroger à cet accord de branche par accord d'entreprise. Oui. Ça, c'est toujours possible. Si vous voulez, on peut vous apporter notre appui là-dessus. Oui, effectivement, parce que comme on n'a pas d'instance représentative, pour négocier un accord, ce serait plus compliqué. Maintenant, vous avez la possibilité de faire par référendum, d'entreprise, etc. On a pas mal de moyens maintenant. Si vous voulez, si vous voulez nous envoyer un mail sur social@tinov.fr, on pourra vous envoyer notre guide de négociation qui vous donnera toutes les indications nécessaires. Ah bah oui, très bien. Je vous enverrai un mail. Ouais, parfait. Vous l'avez aussi sur l'Agora. D'accord. Sur notre site. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision. Je vous en prie. D'ailleurs, l'adresse mail social@tinov.fr. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Juste par info aussi, on a créé une page LinkedIn avec de l'information sociale sur la branche ou de l'actualité sociale en général. Le nom, c'est Information sociale, formation de la branche Bétique. Donc, on vous invite à nous rejoindre sur cette page. Donc, il y a 2 publications, voire plus, par semaine. Et on publie, que ce soit sur l'extension des accords qui sont signés ou les accords qui sont signés, que ce soit sur l'actualité sociale, des réformes. Et notamment aussi, on vous invite à aller sur la page Sinov, dans l'onglet Social Formation. Là, on publie aussi régulièrement des articles. Et par ailleurs, je fais suite aux échanges qu'il y a eu sur la conversation. Oui, le webinaire sera présenté sera publié sur le site de la Fédération Sinov, de même que la présentation. On va corriger les deux, trois coquilles qu'on a pu repérer jusqu'ici. Et ce sera publié d'ici mardi prochain. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous remercier pour votre présence aujourd'hui et du coup pour vous annoncer également que je quitte la Fédération Sinov vendredi prochain. J'ai été très heureux de pouvoir animer parfois ces webinaires. Donc, je vous souhaite un excellent week-end prolongé pour ce 8 mai. Et puis, à très bientôt. Merci. Une dernière question s'il vous plaît. Bien sûr. Qui n'a pas de rapport forcément avec le webinaire. Est-ce qu'il y a dans les semaines ou jours, dans les temps qui arrivent, des négociations au niveau des rémunérations, des salaires? Là, je sais qu'il y a eu on a vu passer l'augmentation du SMIC. Du SMIC, mais est-ce que il y a d'autres actions dans le tuyau ou pas? Oui, alors effectivement, il y a en fait, légalement, on est tenu, et conventionnellement aussi d'ailleurs, on est tenu de négocier une fois par an sur les salaires minimaux hiérarchiques. Donc, c'est une négociation qui a débuté, qui est vraiment cassé prémisse. Donc, on n'a pas d'accord là qui est en cours de signature tout de suite. Mais oui, effectivement, il y a une négociation qui sera faite. Les périodes d'essai aussi rapidement. Celle qui fait foi, c'est celle de août dernier, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Et j'attire votre attention également sur le SMIC. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, il faut bien appliquer soit la rémunération conventionnelle, soit le SMIC si ce dernier est plus favorable. Ça concerne que les 2 premiers niveaux étables. Donc, il n'y a pas non plus, il n'y a pas beaucoup d'étapes de ce niveau-là, mais j'attire votre attention quand même là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. J'ai juste une dernière question. C'est quoi la différence entre Bétique et Syntec? Alors, excellente question qu'on voit très souvent. Alors, Bétique, c'est le nom de notre convention collective, Bureau d'études techniques et ingénieurs conseil, alors que Syntec,
c'est l'une des deux fédérations patronales. En fait, quand vous dites convention collective Syntec ou convention collective Bétique, vous parlez de la même convention collective, mais il est faux de dire qu'elle s'appelle convention collective Syntec. C'est comme si vous disiez c'est la convention collective CGT. La CGT. Alors que non, la CGT n'est que signataire, comme Syntec n'est que signataire. D'accord. Bon, en même temps, c'est vrai que quand on fait une recherche sur Internet, je sais bien, et on se bat pour que ce ne soit pas le cas, mais... Mais tout le monde appelle ça Syntec, oui, malheureusement. Mais effectivement, juridiquement, c'est faux parce que la convention collective, elle est négociée et signée par plusieurs partenaires sociaux. Donc, quand vous dites Syntec, il faut dire aux personnes qui disent Syntec, c'est dire qu'en fait, il n'y a que Syntec qui fait la convention collective et qui négocie tout ça, la convention collective. C'est comme dans l'industrie. Dans l'industrie, on ne va pas appeler ça la convention collective UMM. Bon, c'est vrai que l'UMM travaille beaucoup sur la convention collective, mais ce n'est pas la convention collective UMM, c'est la convention collective de l'industrie. Donc effectivement, là, c'est la raison pour laquelle on a créé cette page LinkedIn pour justement instaurer cette notion d'éthique, qui est un peu l'acronyme de Bureau d'études, ingénieur conseil, société de conseil. Et on essaye de faire venir un maximum d'experts sur le sujet en droit social, que ce soit des avocats, des comptables, des dirigeants, pour justement essayer de changer ce lapsus de langage. Ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Mais c'est faux, en fait. Quand on dit convention collective Syntec, c'est juridiquement pas bon. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au Merci. revoir et merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.